Analyse de la nouvelle lune du 17 avril 2026 à 13h51, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune. Alors déjà, rien qu'en se jetant vite fait cette carte, notamment si on était tenté de le faire en mode bélier, c'est-à-dire en voulant aller trop vite, on pourrait se dire qu'il se passe pas grand-chose. Ou du moins plutôt des choses sympas. De petits traits bleus, et puis c'est tout. Sauf que non. Ce qui se joue ici, sous cette apparente tranquillité, est en réalité énorme, et franchement, je pèse mes mots. Et ça va forcément nous demander qu'on prenne le temps de s'y plonger, parce que rien ici n'est simple, rien n'est évident, et surtout, rien ne ressemble à ce qu'un bélier classique nous proposerait. D'ailleurs, cette nouvelle lune tombe juste après Pâques, et le bélier, c'est le signe de l'agneau, et c'est bien d'un nouvel agneau ici dont on va parler. Et pas du vieux bouc qui fonce tête baissée, mais d'un autre. Un bélier qui a traversé quelque chose, qui porte ses cicatrices, et qui doit apprendre à avancer autrement. Alors écoutez, si cette introduction vous parle, je vous en prie, et commençons tout d'abord par la symbolique, là où cette graine se pose pour nous tous. La nouvelle lune se pose sur le 27,29 du bélier. Son degré sabian nous dit un public nombreux conspue l'artiste qui l'a déçu. La dominante est la nécessité d'une mûre préparation et d'une autocritique. Alors tout d'abord, arrêtons-nous un instant sur cette image. Donc nous avons affaire à un artiste, seul, face à une foule. Pas face à un autre individu, pas dans un dialogue. Il est très probablement seul dans la lumière, surélevé sur une scène, face à une masse qui reste dans l'ombre. Il y a donc dans ce dispositif quelque chose de profondément inégal et qui pourtant nous fascine tous. L'artiste, c'est celui qui se singularise, qui ose proposer quelque chose de lui-même au regard de tous. Donc on peut considérer que c'est un acte de courage autant que de vulnérabilité. Mais ici, le public, il l'acclame pas, il le conspue. Donc ça veut bien dire que quelque chose s'est brisé entre la promesse et ce qui a été donné. Et cette image, elle nous parle d'autant plus fort aujourd'hui qu'elle a débordé largement le monde de l'art. Qui n'est pas sur scène désormais ? Les réseaux sociaux, ils ont transformé chacun d'entre nous en un artiste potentiel, dans la mesure où chacun peut être visible, exposé au regard et au jugement. On se met en scène, on cherche la reconnaissance, le regard, la validation. Certains peuvent construire une visibilité avant même d'avoir construit ce qu'ils portent. Beaucoup de nos politiques gouvernent comme des performeurs, promettant comme on promet un spectacle. Donc la frontière entre la singularité véritable et la fabrication d'images, elle s'est brouillée au point de presque disparaître. D'ailleurs, Andy Warhol, qui promettait à chacun son quart d'heure de gloire, nous y sommes. Et ce quart d'heure, il tourne en boucle. Et pourtant, la scène, même de manière symbolique, c'est pas un lieu ordinaire du tout. Monter dessus, ça engage. Et quand on y monte sans la mûre préparation dont parle ce degré, c'est-à-dire sans s'être demandé si ce qu'on porte est solide, si ce qu'on promet, c'est tenable, si ce qu'on montre, ça correspond vraiment à ce qu'on est, forcément, tôt ou tard, l'écart, il va se voir. Et donc la foule, elle peut adorer et puis rejeter sans transition, parce qu'elle va réagir à ce qu'elle projette, plus à ce qui est réellement là. Et forcément, la déception, elle peut se retourner en violence qui est proportionnelle à l'idéalisation qui l'a précédée. Et parfois, c'est même plus un choix conscient. Certains sont exposés avant d'être prêts, poussés sous les projecteurs par un système qui va continuer de les exhiber tant qu'ils pourront en tirer quelque chose. Et puis ce degré nous concerne tous, très concrètement. On n'a pas besoin d'être une figure publique pour se retrouver dans cette dynamique. Chacun d'entre nous, dans sa vie, a ses scènes. Que ce soit un projet qu'on lance, un engagement qu'on prend, une image de soi qu'on projette vers les autres ou vers soi-même. Donc la question que pose ce degré, elle peut être simple, mais en même temps très exigeante. Est-ce que je suis prêt pour ce que je prétends porter ? Est-ce que mon élan, il est fondé sur quelque chose de vrai, de travaillé, de solide, ou simplement sur un désir de reconnaissance, voire sur une impatience, une envie de brûler les étapes ? Et si je me suis avancé trop vite, est-ce que j'ai la maturité de le reconnaître, de faire cette autocritique, plutôt que de m'entêter ou de m'effondrer ? Parce que le mot-clé de ce degré, c'est la responsabilité. Se sentir responsable des effets qu'auront nos actions parmi ceux qui en attendent des résultats. Ce que nous portons, ce que nous promettons, ce que nous incarnons, prétendons incarner, ça a des conséquences au-delà de nous.
Et cette nouvelle lune en bélier, qui est quand même le signe de l'impulsion, du je fonce, ça nous demande précisément de mesurer cette portée avant de foncer. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de ne pas agir, mais il va s'agir de pouvoir répondre de ce que l'on engage vraiment. Alors vous vous doutez bien qu'une nouvelle lune en bélier, oui, ça se passe chaque année, mais elle ne résonne pas à chaque fois de la même manière. Le soleil est entré en bélier le 20 mars, à l'équinoxe de printemps, mais à ce moment-là, nous étions encore sous le cycle de la nouvelle lune en poisson. Et Mars, le maître du bélier, était lui-même encore là-bas. Il a fallu attendre le 9 avril pour qu'il rentre enfin chez lui, et c'est maintenant, ce 17 avril, que le soleil et la lune se rencontrent dans ce signe pour y planter une nouvelle graine. Donc c'est ici que l'année astrologique, elle commence véritablement. Non pas au moment où la porte, elle s'ouvre, mais au moment où quelqu'un la franchit. Et si vous avez eu le sentiment ces dernières semaines que rien ne démarrait vraiment, que c'était confus, flou, que l'élan y prenait pas malgré l'entrée du soleil en bélier, c'est normal. C'est même cohérent. Parce que le bélier de 2026, c'est plus le bélier qu'on connaît. Déjà, Neptune y est entré définitivement le 26 janvier, Saturne l'a rejoint le 14 février, et, comme vous le savez, les deux se sont trouvés en conjonction exacte le 20 février, sur le tout premier degré du signe en plus. Depuis, le bélier il porte une charge qu'il n'a pas l'habitude de porter. Ce signe, par nature, c'est le plus simple du zodiaque à interpréter. Parce que ça peut sembler le plus basique, le plus primitif, mais au sens noble du terme, bien sûr. Le bélier, c'est le premier souffle, le premier geste, l'élan brut. Et voilà qu'on lui demande de composer avec Saturne qui freine, qui structure, qui frustre, et qui en plus est en chute dans ce signe, donc rigide sans être solide, et avec Neptune qui brouille, dissout les contours et rend tout incertain. Et en plus, c'est deux planètes qui n'ont à peu près rien en commun entre elles, et qui en plus sont toutes les deux en terrain hostile. Donc le bélier, il peut plus foncer comme avant, mais il ne sait pas encore comment faire autrement. Et vous voyez que c'est dans cette perplexité-là que cette nouvelle lune, elle va venir se poser. Alors cette porte qui représente le bélier, qui est un signe cardinal de feu, ce qui vient après la dissolution des poissons, après la grande matrice indifférenciée où tout se mêle et se défait, à présent quelque chose qui n'existait pas encore se déclare, s'affirme, entre dans le monde. Donc c'est pas la continuité ici, c'est pas l'adaptation, c'est l'initiative, le geste premier. Et ce geste, d'ailleurs, il nous en met pas forcément plein la rétine. Parfois, ça peut être simplement une décision intérieure, un moment où quelque chose en nous dit simplement « c'est bon, j'y vais ». Le bélier, il n'a pas vocation à faire durer quoi que ce soit. Ça, c'est le travail des signes fixes qui viennent après lui. Lui, son boulot, c'est d'ouvrir, de fendre le monde en deux, de commencer. Et son maître, Mars, c'est le bras armé du soleil. Le soleil, ça incarne la volonté, le désir profond, mais le désir seul, il ne suffit pas. Il faut un geste pour le porter dans le monde. Et ce geste, c'est Mars. Comprenez que cette planète, elle ne se pose pas de questions morales. Elle ne va pas vérifier si c'est le bon moment. Elle, son rôle, c'est d'agir, de trancher, d'ouvrir la porte sans savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est là que se trouve à la fois la puissance et le danger du bélier. Parce que quand la porte, elle s'ouvre sur quelque chose de juste, bien sûr, l'élan, il peut être magnifique. Il peut y avoir une fraîcheur, une vitalité, un courage dans ce signe que rien d'autre, d'ailleurs, dans le zodiaque ne peut remplacer. N'oublions pas que nous avons tous du bélier quelque part dans notre thème. Et c'est cette part de nous qui ose, qui se jette et qui refuse d'attendre indéfiniment. Donc c'est précieux. Mais quand l'élan il n'est pas ajusté, quand Mars y fonce sans que le soleil derrière il ait vraiment clarifié sa direction, là le bélier il peut forcer une porte qui ne mène nulle part. Comme l'animal qui donne des coups de corne contre un mur et qui se fait mal sans comprendre pourquoi, ou comme la mouche qui se cogne à la vitre alors que la fenêtre elle est ouverte juste à côté. Donc vous voyez bien que là la force elle est là, elle est intacte, mais elle peut aussi se retourner contre elle-même, faute de discernement. Donc comprenez que c'est dans ce signe, avec cette nature-là, et avec cette complexité nouvelle que Saturne et Neptune lui imposent, que la nouvelle lune du 17 avril vient planter sa graine. Tout en bélier pousse à agir, mais agir, ça ne suffit pas, ça se saurait. Encore faut-il que ce qui agit en nous soit juste. Et c'est précisément ce que cette carte va venir mettre à l'épreuve. Alors la première chose qui apparaît, c'est que cette conjonction Soleil-Lune à 27 degrés 29 du Bélier, elle n'est pas seule. Il y a Chiron qui se tient là. Donc la graine de cette année astrologique, elle se pose directement sur une blessure. Et Chiron, comme vous le savez, c'est le guérisseur blessé. Celui qui soigne les autres précisément parce qu'il connaît la douleur de l'intérieur, mais dont la propre blessure, elle,
elle se referme jamais complètement. Et en Bélier, ça touche à tout ce qu'il y a de plus fondamental dans ce signe. La capacité à s'affirmer, à agir, à exister en tant que soi dans le monde. Et ici, Chiron, c'est la difficulté à oser. La peur que l'élan soit illégitime, que l'affirmation de soi soit de trop, que l'action blesse ou se retourne contre celui qui la porte. Et puis c'est aussi parfois une colère qui ne trouve pas sa forme. Quelque chose qui pousse de l'intérieur mais qui n'arrive jamais à sortir de manière juste. Et Chiron, il est en Bélier depuis 2018. Donc ça fait environ 8 ans que cette blessure, elle travaille. 8 ans que collectivement, quelque chose est compliqué avec la notion même d'agir, de prendre une direction, de s'affirmer sans être emporté par des forces qui nous dépassent. On a pu le voir dans les crises successives, dans le sentiment d'impuissance face à des événements planétaires, et comme dans cette impression d'être ballotté sans prise réelle. Et forcément, individuellement, chacun a pu rencontrer cette question quelque part dans sa vie. Notamment là où le Bélier tombe dans son thème. On a pu se demander où est-ce qu'on n'arrive pas à avancer, où est-ce que l'élan se grippe, où est-ce que l'on se blesse soi-même, même en essayant de forcer. Et ce qui est significatif, c'est que Chiron, il approche de la fin de son parcours en Bélier. Parce qu'il va faire cette année une première incursion en Taureau dès le 19 juin, soit 2 mois à peine après cette nouvelle lune. Alors oui, il va y revenir brièvement en septembre, mais il s'y installera définitivement en avril 2027. Donc vous voyez bien que cette nouvelle lune, ici conjointe à Chiron, elle a quelque chose d'un bilan. Elle réveille une dernière fois peut-être avec cette intensité-là tout ce que ce transit a remué depuis 8 ans. Donc c'est comme si le cycle qui commence ne pouvait pas faire l'économie de cette traversée. Il va falloir regarder la blessure en face, reconnaître ce qui a été douloureux dans notre rapport à l'action, à l'affirmation, à l'initiative, avant de pouvoir véritablement repartir. Et c'est là que le degré Sabian, il prend tout son sens. L'artiste conspué, c'est aussi celui qui a tenté, qui s'est exposé et qui porte les traces de cette exposition. Et Chiron, conjoint à cette nouvelle lune, il ne dit pas « tu es cassé, n'agis pas ». Il dit plutôt que notre blessure, elle fait partie de notre élan. Qu'il ne faut pas partir en la niant, mais plutôt en la connaissant. Parce que c'est peut-être là le vrai paradoxe de cette nouvelle lune. On inaugure une année, on plante une graine, on est dans le signe de l'élan premier, et la première chose que cette graine rencontre en se posant, c'est une douleur. Donc c'est pas un obstacle extérieur ici, c'est pas un ennemi, c'est pas une interdiction non plus. Mais c'est une douleur intime, et quelque chose qui vient de l'intérieur. Et c'est important de bien comprendre ce que Chiron fait ici, parce qu'on aurait vite fait de le réduire à un problème, à un empêchement de plus. Mais c'est pas ça. Chiron, il bloque pas l'élan, mais il le complique. Et en le compliquant, il l'approfondit aussi. Parce que sans Chiron, le Bélier il fonce et il se retourne pas. Mais avec Chiron, là, le Bélier il fonce, mais il sait ce que ça coûte. Parce qu'il a la mémoire du mur dans lequel il s'est déjà cogné. Et cette mémoire-là, si on l'écoute au lieu de la refouler, c'est précisément ce qui peut transformer l'impulsion aveugle en un geste conscient. En fait, ce que Chiron demande ici, c'est pas d'être intact pour avancer. C'est simplement de ne plus attendre de l'être. Et c'est peut-être exactement ce que cette nouvelle lune, elle exige de nous. D'accepter de partir avec ce qu'on est, y compris les endroits où ça fait mal. Le Bélier, il veut être neuf, toujours. Mais Chiron, il lui rappelle qu'on ne l'est jamais complètement. Et que ce n'est pas une raison pour rester immobile non plus. Et puis il faut aussi entendre l'autre face de Chiron, celle qui est plus difficile, parce que Chiron en Bélier, quand il n'est pas intégré, quand la blessure elle n'est pas reconnue, ça peut produire quelque chose de très particulier, comme une agressivité qui naît de la souffrance. On se doute bien qu'un Bélier blessé, c'est comme un animal blessé, et c'est là qu'il est le plus dangereux, pas moins. Parce que la douleur non reconnue, elle se transforme en réactivité, en colère disproportionnée, en passage en force d'autant plus violent qu'il vienne d'un endroit vulnérable. On frappe parce qu'on a mal. On attaque parce qu'on se sent menacé dans ce qu'on est. Et forcément, collectivement, on le voit partout. Que ce soit dans la brutalité des échanges publics, dans les réactions épidermiques, dans cette agressivité ambiante qui semble disproportionnée par rapport à ce qui la déclenche. On voit que quelque chose est à vif. Et ça ne date pas d'hier, parce que ça fait 8 ans que Chiron a travaillé le Bélier collectif. Et individuellement, c'est la même question. Là où Chiron transite dans votre thème, là où il touche vos planètes natales en Bélier si vous en avez, il y a un endroit où l'affirmation de soi elle est devenue douloureuse. Alors peut-être que vous avez renoncé à quelque chose, peut-être que vous avez forcé et que ça s'est retourné contre vous, peut-être que vous oscillez entre les deux, entre la paralysie, l'explosion, et sans trouver le geste juste. Cette nouvelle lune, elle vient toucher exactement cet endroit-là.
Et le fait que Chiron s'apprête à quitter le Bélier, ça rend ce moment d'autant plus chargé. Parce que ce qui n'a pas été regardé en face pendant ces 8 années, ce qui a été compensé, évité, surjoué, ça peut remonter maintenant. Pas comme une punition, mais plutôt comme une dernière invitation. Parce que Chiron, il punit pas, mais il insiste. Il va aller mettre le doigt où ça fait mal. Il va revenir sur ce qu'on n'a pas voulu voir. Alors c'est pas pour nous briser, mais c'est pour qu'on puisse enfin partir sans traîner derrière soi un poids qu'on refuse de nommer. Alors oui, cette nouvelle lune, elle commence par quelque chose qui peut faire mal. Mais c'est peut-être là la condition même d'un vrai commencement. Un commencement qui repose pas sur l'illusion d'être invincible, mais plutôt sur la lucidité de savoir où on est fragile et qui choisit d'y aller quand même. Vous voyez la différence? Et ça, c'est crucial. Alors, bien sûr, on va regarder le maître de cette nouvelle lune, parce qu'une nouvelle lune en bélier, c'est Mars qui en tient les rênes. C'est lui qui donne le ton, lui qui détermine la qualité de l'élan, donc la nature du geste inaugural. Et quand on fait apparaître Mars sur cette carte, on comprend immédiatement que cet élan ne sera pas simple. Parce qu'il est ici à 5 degrés 58 du bélier, donc chez lui, à domicile, en pleine possession de ses moyens, en théorie. Donc il est rentré 8 jours avant cette nouvelle lune, il est frais, il vient d'arriver, il devrait être prêt à lancer le mouvement, sauf qu'il n'est pas seul. Parce que derrière lui, il y a Neptune, devant lui Saturne, et entre les deux Mercure, juste dans son dos. On voit bien que Mars, il est littéralement pris en sandwich. Le guerrier ici, il est rentré chez lui, il a trouvé la maison pleine, et pas pleine de gens faciles. Donc on va prendre le temps de mesurer ce que ça signifie. Vous savez que Neptune, c'est la dissolution, le flou, l'absence de contour. Saturne, c'est la limite, le mur, la structure qui dit non. Et Mars, dont la nature, c'est de trancher, de séparer, d'avancer en ligne droite, il se retrouve ici coincé entre ces deux forces qui sont chacune à leur manière l'inverse de ce qu'il est. Derrière lui, il y a le brouillard, donc il voit pas très bien d'où il vient. Et devant lui, il y a un mur qui en plus ne tient pas très bien, puisque Saturne, il est en chute ici. Donc c'est une autorité sans véritable assise. Et à côté de lui, Mercure, donc il y a la pensée, la parole, le discernement, et qui baigne lui aussi dans Neptune. Donc le peu de recul mental que Mars pourrait avoir, il est aussi brouillé. Et puis en se positionnant ici, il ravive la conjonction historique de cette année et qui marque quelque chose d'immense dans le temps long. Donc il vient l'incarner. Et incarner la rencontre de Saturne et Neptune, c'est incarner un paradoxe fondamental, parce que comment structurer ce qui se dissout? Comment agir dans le flou? Comment poser un geste concret quand les repères eux-mêmes sont en train de se redéfinir? Vous vous rendez compte ce qu'on demande à Mars, dont la nature est la plus directe, la plus tranchante? Porter quelque chose qui n'est pas du tout dans ses cordes. Alors soyons clairs, ici, ce n'est pas qu'il ne peut pas agir, mais c'est que l'action elle-même, elle a complètement changé de nature. Et que là, présentement, il ne le sait pas encore. Alors avec Mercure, qui est pris dans la même grappe, la communication, les décisions, les échanges, eux aussi sont affectés. Mercure en bélier, c'est de base un Mercure qui parle vite, qui tranche avant de nuancer. Conjoint à Neptune et à Mars dans cette configuration, il peut inspirer, comme il peut enflammer. Il peut dire des choses visionnaires ou raconter n'importe quoi avec une conviction totale, en transformant le mot en intuition ou en arme. Donc il y a quelque chose de potentiellement inflammable dans cette grappe. Parce que la pensée et l'action mélangées dans le brouillard, avec Saturne devant qui dit non, pas comme ça, forcément collectivement ça peut se manifester de bien des façons. Que ce soit des annonces confuses ou contradictoires, des décisions prises dans l'urgence qui vont se heurter immédiatement à des blocages structurels, des conflits qui s'enveniment parce que personne ne voit clairement ni ses propres motivations ni celles de l'autre, et en toile de fond, cette tension entre l'ancien monde qui ne veut pas lâcher, Saturne en chute qui s'accroche à une autorité qu'il n'a plus, et le nouveau qui n'a pas encore de forme, avec Neptune qui dissout sans proposer de remplacement immédiat. Alors forcément, dans la vie de chacun, la question est la même, plus intime. Mais là où cette grappe tombe dans votre thème, là où le début du bélier active quelque chose chez vous, est-ce que vous arrivez à agir clairement en ce moment? Est-ce que vos décisions sont nettes ou est-ce qu'elles se prennent dans une sorte de brume? Est-ce que vous sentez un élan qui pousse mais quelque chose qui bloque devant sans bien comprendre pourquoi? Si c'est le cas, c'est exactement cette configuration. Donc ne vous angoissez pas, c'est normal. Mars y veut avancer, Neptune brouille le chemin, Saturne barre la route. Donc c'est pas du tout un moment pour forcer. Mais c'est pas non plus un moment pour renoncer. C'est un moment pour accepter que l'action, en ce moment, elle demande un autre tempo que celui du vieux bélier.
Alors rassurez-vous, il y a une sortie. Mais cette sortie, c'est le seul aspect que cette grappe elle forme avec le reste de la carte. Et donc un sextile croissant exact entre Mars et Pluton en Verseau. Donc il y a bien quelque chose qui s'ouvre, commence, qui appartient à une phase de construction. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire? Que la seule voie de dégagement pour ce Mars empêtré, c'est pas de forcer le passage à l'ancienne, mais c'est de se connecter à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus radical, et donc de plutonien. Et Pluton Verseau, on sait que c'est la transformation des structures collectives, la refonte totale de ce qui organise le vivre ensemble, la mutation profonde des systèmes. Et le sextile, il nous dit bien que la possibilité, elle existe, mais c'est un sextile, c'est pas un trigone. Donc il faut aller la chercher. Il faut faire le pas, parce qu'elle ne viendra pas toute seule. Donc Mars, il peut se transformer dans cette traversée, il peut sortir de l'étau de Saturne et Neptune, mais non pas en fonçant plus fort, mais en acceptant que l'action elle-même doit muter. Vous voyez la différence? Ce qu'on lance maintenant ne peut pas ressembler à ce qu'on lançait avant. Ça, c'est impossible. Et le fait que toute la grappe, c'est-à-dire Neptune, Mercure, Saturne, soit également au sextile de Pluton, même si c'est moins exact, ça confirme bien que ce n'est pas qu'une question martienne. C'est tout l'ensemble qui est invité à cette transformation. La pensée, la structure, la vision, tout doit passer par Pluton pour trouver sa résolution. Donc le recyclage, il est total ou il n'est pas du tout. Et puis si nous élargissons la carte, nous voyons qu'il y a Vénus. Et ce qu'elle fait ici, c'est tout aussi significatif, même si ça joue dans un autre registre. Parce qu'ici, elle est en Taureau, donc à domicile, elle aussi d'ailleurs comme Mars. C'est d'ailleurs quelque chose de remarquable dans cette carte, parce que l'action et la valeur, l'impulsion et l'ancrage, le guerrier et la bâtisseuse, on va dire, chacun est dans sa maison, donc chacun en pleine possession de sa nature, mais ils ne se parlent pas. Ici, il n'y a pas d'aspect entre eux. Ils sont comme deux souverains dans leurs royaumes respectifs, dos à dos, comme absorbés par ce qui se passe sur leur propre territoire. Et ce qui se passe sur celui de Vénus, il est considérable, parce qu'ici, elle n'est pas seule non plus. Elle avance doucement vers Uranus, qui se tient à la toute fin du Taureau, le fameux degré anarétique. Alors au moment de la nouvelle lune, la conjonction n'est pas encore exacte, mais elle est déjà en marche, donc déjà active. Vénus se rapproche d'Uranus comme on se rapproche d'un bord. Et ce bord est réel parce que c'est le 24 avril, soit environ une semaine après cette nouvelle lune, que Vénus passera exactement sur Uranus. Et 2 jours plus tard, le 26, Uranus quittera le Taureau pour les Gémeaux définitivement. Et Vénus le précédera comme pour lui ouvrir la route, comme pour aller vérifier de l'autre côté avant que le grand basculement ne se fasse. Donc, au moment de cette nouvelle lune, Vénus en Taureau, elle marche vers quelque chose qui va exploser. Et quand on dit Vénus en Taureau, forcément on parle de tout ce que ce signe porte, c'est-à-dire la sécurité matérielle, les ressources concrètes, l'économie, la terre au sens propre, les matières premières, les cultures, les minerais, l'énergie, mais aussi la sécurité affective, le rapport au corps, à ce qu'on possède, à ce sur quoi on s'appuie pour se sentir stable. Et Uranus au bord du Taureau, et puis en chute dans ce signe depuis 2019, mais il a passé des années à secouer tout ça. 7 ans de disruption économique, de bouleversements dans notre rapport à la valeur, à la propriété, à la stabilité matérielle. Et là, il est sur le tout dernier degré, au point de bascule, et tout ce qu'il a remué arrive enfin à son terme. Et Vénus, elle vient le rejoindre pile à ce moment-là. C'est quand même extraordinaire. Ça veut bien dire que cette nouvelle lune en Bélier, elle porte pas seulement la question de l'élan et de l'action, elle porte aussi en arrière-plan immédiat la question de ce qui va lâcher du côté matériel, concret, économique. Cette conjonction à venir, c'est une rupture dans les acquis. Quelque chose qu'on croyait stable, solide, garanti, que ce soit à l'échelle collective ou dans notre vie perso, tout ça, c'est en train de se détacher. Et avec le contexte géopolitique actuel, les tensions commerciales, l'instabilité des marchés, c'est pas un symbolisme abstrait, c'est ce qui se joue sous nos yeux. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est que Vénus, elle fait un sextile décroissant avec Jupiter en Cancer. Et c'est le deuxième et dernier aspect de cette carte avec le sextile Mars-Pluton. Ici, on a simplement 2 sextiles et c'est tout. Alors oui, Jupiter en Cancer est exalté, et c'est logiquement l'une de ses meilleures positions. Parce qu'en Cancer, c'est la protection, l'abondance émotionnelle, la générosité du clan, le refuge. Et il reçoit ce sextile de Vénus en Taureau qui est elle-même une énergie de sécurité, de ressources, de solidité.
Donc sur le papier, ça pourrait être très doux. Mais sauf qu'ici, Vénus, elle marche vers Uranus. On ne peut pas oublier ça. Donc cette douceur, cette sécurité que le sextile à Jupiter promet, elle n'est accessible qu'à une seule condition. C'est d'accepter que la forme ancienne de la sécurité est en train de se défaire. Jupiter en Cancer, il dit qu'il y a un refuge, qu'il y a une abondance possible, il y a quelque chose qui peut nourrir et protéger, mais ce refuge, il ne ressemble pas à celui d'avant. Et pour le trouver, il faut traverser la rupture uranienne. Et donc lâcher ce qu'on tenait pour acquis. Accepter que la stabilité ne viendra plus de là où elle venait. Et comme pour l'aspect entre Mars et Pluton, c'est encore un sextile, donc c'est une possibilité, mais pas une garantie. Ici, on peut choisir de s'accrocher à l'ancien, de refuser la rupture, de serrer plus fort ce qui est en train de partir, mais dans le fond, la carte dit assez clairement que ce qui ne se transforme pas volontairement, consciemment de notre part, ça se transformera quand même, hein. Et ce sera simplement de manière plus brutale. Ça, c'est un choix. Ça fait partie de notre libre arbitre. Et puis il y a aussi un dernier élément qui vient boucler cette carte et qui montre à quel point tout converge vers le bélier, c'est les nœuds lunaires. L'axe de sens, la direction karmique du moment. Quand on regarde les maîtres de cet axe, tout revient au même endroit. Le nœud nord en poisson, c'est Neptune qui le gouverne, et Neptune est en bélier, dans la grappe. Le nœud sud en vierge, c'est Mercure, et Mercure est en bélier, dans la grappe, conjoint à Neptune. Donc on voit bien que les deux maîtres de l'axe nodal sont non seulement dans le même signe, mais en plus conjoints l'un à l'autre, pris dans le même étau entre Mars et Saturne. Donc la question du sens, où allons-nous, que lâchons-nous, elle est entièrement suspendue à ce qui se joue dans cette grappe en bélier. L'axe Vierge-Poisson parle de la frontière entre le contrôle et l'abandon, entre l'analyse et la foi, entre le détail concret et la vision d'ensemble. Et les deux planètes qui portent cette question sont elles-mêmes en train de traverser le paradoxe Saturne-Neptune, dans un signe qui leur demande de trancher alors que rien n'est clair. Et puis Jupiter, dont on vient de parler avec le sextile de Vénus, est aussi le maître traditionnel des poissons, donc un co-régent du nœud nord. Et il gouverne le Sagittaire où se trouve la Lune noire. Donc même Jupiter, depuis son exaltation en Cancer, est relié à cette dynamique. Tout se tient, tout pointe vers le même endroit. Alors même si de prime abord cette carte a l'air silencieuse avec ses deux petits sextiles, en réalité elle est d'une cohérence presque oppressante, parce que tout le zodiaque regarde vers le bélier. Et ici le bélier lui-même, il ne sait pas encore quoi faire de tout ce qu'il porte. C'est une tension énorme. Et c'est peut-être ça finalement le vrai visage de cette nouvelle lune. C'est pas un grand départ triomphal, hein. C'est pas une page blanche, c'est plutôt un seuil encombré, comme un endroit où tout converge, où tout pèse, et où tout demande à être pris en compte en même temps. Alors oui, le bélier voudrait simplifier, choisir une direction, foncer, mais cette carte, elle ne le laisse pas faire. Elle lui demande autre chose, et quelque chose qui lui est pas naturel, puisqu'elle lui demande de rester dans la complexité. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire de ne pas tout résoudre trop vite, de porter le paradoxe sans le fuir, la structure qui s'effrite et le brouillard qui ne se lève pas, la blessure qui insiste et l'élan qui pousse quand même, et puis la rupture matérielle qui approche et le refuge qui ne se trouve qu'au-delà d'elle. Vous voyez que tout ça en même temps, sans mode d'emploi, c'est massif. Et pourtant, ces deux sextiles, ils sont là comme deux portes ouvertes dans une pièce qui semble fermée. L'une vers Pluton, la transformation radicale, le courage de laisser mourir ce qui doit mourir, et l'autre vers Jupiter, avec la confiance que quelque chose protège, que quelque chose nourrit, même quand le sol se dérobe. Et ici, ni l'une ni l'autre ne s'imposeront d'elles-mêmes, hein. Les sextiles, ce sont des possibilités. Il faut les activer, comme des mains tendues, mais sans certitude pour le moment. Mais bon, si on va au-delà de l'instant présent, ces deux mains tendues, elles portent en elles quelque chose de plus grand que cette lunaison. Parce que Jupiter et Pluton, ils vont se retrouver face à face dès cet été, quand Jupiter entrera en Lion et qui viendra s'opposer directement à Pluton en Verseau. Et cette opposition, elle n'arrive pas de nulle part, elle est l'écho direct de ce qui s'est joué depuis 2020, avec tout ce qui a pu se déclencher à la suite de cette série de rendez-vous planétaires qui accompagnait le basculement du monde d'avant, ce qui a été lancé à ce moment-là, dans la compression, l'urgence, ça va connaître avec cette opposition un moment de confrontation, de mise en lumière, de bilan. De par cette opposition, on entrera dans la phase décroissante, donc forcément quelque chose de ce qui a été initié en 2020 arrive à un tournant. Et c'est pas nécessairement une fin, mais c'est un point où l'on ne peut plus continuer sans regarder en face ce qui a été construit, ce qui a tenu et ce qui ne l'a pas. Donc, cette nouvelle lune, elle se pose exactement à la veille de ce grand face-à-face. Comme si elle nous disait que ce que nous allons choisir de faire maintenant, c'est-à-dire la manière dont nous allons saisir ou non ces deux possibilités de transformation et de confiance,
ça va déterminer dans quelle position nous arriverons quand l'opposition se formera. Donc c'est pas seulement une lunaison ici, c'est comme une rampe de lancement vers quelque chose de bien plus vaste. Alors peut-être que l'enseignement de cette nouvelle lune est qu'on ne commence pas toujours dans la clarté, parce que parfois on commence dans le trouble, dans l'incertitude, dans l'inconfort de ne pas savoir exactement ce qu'on fait ni où ça nous mène, et commencer quand même, non pas en fonçant, ni en forçant non plus, mais en posant un geste dont on accepte de ne pas maîtriser toutes les conséquences, et c'est peut-être ça la forme la plus adulte du courage. Celle que ce bélier-là, qui est chargé de Saturne, de Neptune, de Chiron, il est en train d'apprendre. Ce n'est pas un échec de ne pas savoir. C'est en réalité le point de départ réel. Et puis si l'on additionne tous les chiffres à la date de cette nouvelle lune, on obtient 22. Alors oui, dans le tarot, 22 ne correspond officiellement à rien. Le monde clôture la séquence des arcanes majeurs avec le 21, et pourtant, il y a bien 22 lames. Et la 22e, c'est celle qui n'a pas de numéro. Donc c'est le mat. Et lui, c'est le marcheur. Celui qui avance sans place assignée dans la séquence, sans numéro, sans statut. Il porte son petit baluchon sur l'épaule, un bâton, et puis c'est à peu près tout. Donc il ne sait pas exactement où il va. Il ne maîtrise pas ce qu'il attend. Il n'a en réalité ni carte, ni plan, ni garantie. Et pourtant, il se met en marche. Donc oui, on pourrait dire qu'il y a chez lui quelque chose qui ressemble à de l'inconscience. Mais on peut aussi se dire que c'est la forme la plus pure du courage, parce que c'est celle qui ne repose plus sur aucune certitude, mais qui avance quand même, parce que rester sur place, c'est plus possible. Et c'est exactement ce que cette nouvelle lune nous demande. On a vu la blessure de Chiron, la complexité de Mars, le brouillard, les structures, la sécurité matérielle qui vacille avec Vénus qui marche vers Uranus. Donc vous voyez bien que tout dans cette carte nous dit que les conditions ne sont pas réunies, que ce n'est pas le moment idéal, qu'il manque de repères, de clarté, de solidité. Et pourtant le mat répond, mais c'est toujours comme ça. On ne part jamais quand c'est parfait, ça n'existe pas. On part seulement quand on ne peut plus ne pas partir. Et c'est là qu'il y a quelque chose de saisissant dans le parallèle entre le mat et Vénus conjointe Uranus en fin de taureau. Parce que le taureau, il accumule, il possède, il s'enracine. Vénus en taureau, c'est la sécurité incarnée, ce qu'on a construit, ce qu'on détient, ce sur quoi on s'appuie. Et pourtant, Uranus, il nous dit « lâche, laisse tomber le superflu, ne garde que le baluchon ». Est-ce que Vénus ne veut pas abandonner, mais de toute façon, Uranus va le lui arracher, à moins qu'elle ne choisisse de le poser d'elle-même. Et c'est toute la différence entre subir la rupture et l'initier, Bélier. Le mat, lui, il a déjà posé. Il voyage léger, il suffit de le regarder. Et non pas parce qu'il n'a rien vécu, mais au contraire, c'est parce qu'il a compris que ce qu'il a vécu, c'est en lui, et pas dans ce qu'il transporte avec lui. Alors, si on veut réduire, oui, le 22, ça se réduit aussi à 4. Et le 4 dans le tarot, c'est l'empereur, qui est une toute autre énergie, c'est l'autorité, la structure, le cadre, c'est celui qui pose les fondations, qui organise, qui bâtit dans la durée. Donc là où le mat est mouvement pur, l'empereur, c'est l'ancrage. Et sur cette image, l'empereur, il ne regarde pas vers l'avenir, il est tourné vers la gauche, donc vers le passé. C'est pas un visionnaire, c'est un bâtisseur qui construit à partir de ce qu'il a traversé. Donc son autorité, elle ne vient pas d'un titre ou d'une ambition, elle vient de l'expérience, de ce qu'il a appris en marchant. Et c'est là que le mat et l'empereur se rejoignent. Pour devenir empereur, donc pour pouvoir un jour structurer quelque chose de solide, d'incarné, de responsable, il faut d'abord avoir été avant tout le mat. Il faut avoir fait le saut, avoir accepté de partir sans tout comprendre, sans tout contrôler, avec sa blessure dans son baluchon. L'empereur sans le mat, c'est simplement un tyran ou un bureaucrate. Quelqu'un qui impose une structure vide parce qu'il n'a jamais traversé le chaos. Et le mat sans l'empereur, ça peut être une errance perpétuelle, du mouvement sans direction, de l'élan sans fondation. Donc vous voyez bien que les deux ensemble, dans cet ordre, c'est le parcours complet. Oser d'abord et structurer ensuite. Et c'est peut-être le message le plus profond de cette nouvelle lune en bélier, conjointe Chiron, avec son Mars empêtré, ses sextiles silencieux et Vénus au bord du seau. Nous sommes au moment du mat, et pas encore à celui de l'empereur. Le temps de bâtir viendra, mais il ne peut pas venir avant le temps de partir. Et partir ici, ce n'est pas fuir. C'est simplement accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser, de ne pas être intact et d'y aller quand même. Alors avec bien sûr la lucidité de Chiron plutôt que l'aveuglement du vieux bélier,
avec la responsabilité que le degré sabian exige plutôt que la précipitation, avec le courage de celui qui sait que la blessure fait partie du voyage et que c'est elle parfois qui nous enseigne le mieux où poser le pied. Donc ce que nous dit cette nouvelle lune, c'est de ne pas avoir peur, mais d'avancer avec. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. Alors oui, c'est dense, c'est intense, mais bon, ça je vous avais prévenu dès le départ. Alors prenez cette lunaison avec délicatesse, pas avec peur, pas avec résignation, avec délicatesse, parce que c'est un moment paradoxal, on l'a vu, et ce n'est pas en le simplifiant qu'on le traversera bien. Mais ce n'est pas non plus un moment qui doit vous couper les jambes. C'est un moment qui vous demande de les poser autrement. Plus lentement peut-être, plus consciemment sûrement, mais de les poser quand même. Alors si cette analyse vous a parlé, si elle vous a aidé à voir les choses, écoutez, un peu différemment, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à booster et à partager autour de vous. Et puis surtout, laissez-moi un commentaire, dites-moi où ça résonne pour vous, ce que ça touche dans votre vie en ce moment. Dans tous les cas, permettez-moi une fois de plus de vous souhaiter une nouvelle lune, ici audacieuse, mais pas forcément téméraire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.